Ah oui, c'est vrai, même là? Ah, ça va un peu mieux, d'accord, il faut parler vraiment fort alors. Bon, je vais essayer. Alors, je vais vous présenter ce soir donc un livre qui est paru l'année dernière aux éditions de la Sorbonne sur l'affichage administratif au 19e siècle. Je vais organiser ça en deux temps. En gros, je vais d'abord vous expliquer comment j'en arrive à cet objet en apparence un peu aride, qui n'est pas tout à fait intuitif en fait. Il n'y a à peu près rien sur l'affichage administratif en termes de littérature historique jusque-là. Et ensuite, je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Je ne peux pas vous présenter tout le livre qui est relativement volumineux avec beaucoup de choses, mais je vais prendre quelques cas particuliers pour vous présenter un peu la logique du livre. Alors la question d'où je viens et comment j'en arrive à l'affichage administratif, c'est que j'ai travaillé assez longuement sur les enquêtes publiques, en fait sur les procédures d'autorisation des projets d'infrastructures et d'industrie en France depuis l'Ancien Régime. Donc il y a déjà des procédures d'autorisation préalables sous l'Ancien Régime et qui se transforment après au XIXe siècle et qu'à partir des années 1820-1830, on se met à appeler enquête publique. Alors c'est quoi une enquête publique? C'est en gros une consultation au préalable d'un grand projet d'infrastructure et d'industrie. Et en gros, l'idée, c'est que vous allez déposer dans un lieu public, généralement c'est une mairie, parfois c'est une sous-préfecture ou une préfecture, vous allez déposer le projet, qui peut être un projet pour une route, un chemin de fer, un canal, une industrie polluante, peu importe. Et ensuite, vous allez appeler les gens à venir se déplacer dans la mairie, consulter le projet, déposer des observations. Et puis, ce qui est en général la conclusion de ces dispositifs depuis fort longtemps, quelles que soient les observations du public, vous allez généralement autoriser le projet. Donc il y a quelque chose de très déceptif dans cette procédure, euh, pour toutes sortes de raisons. Alors là où intervient l'affichage, c'est que cet appel au public, il se construit au XIXe siècle, pas tout de suite au début du siècle, mais progressivement et surtout à partir des années 1820, par l'affiche. Et l'affiche est du coup le vecteur principal de cet appel au public. Alors, il y a plusieurs dimensions quand on regarde cette affiche. La dimension la plus évidente, c'est que c'est une communication depuis l'administration vers les administrés. C'est quelque chose qui descend vers les administrés et qui leur dit quelque chose. Cette dimension-là, elle est ici relativement... C'est une enquête à Orléans sur un projet de four à plâtre qu'un monsieur souhaite installer dans son établissement. Et on informe, donc là, il y a bien un contenu informationnel qui va du haut vers le bas, de l'administration vers les administrés, qui est la nature du projet, le four à plâtre, et puis le requérant, celui qui demande l'installation de cet objet. Mais il y a une deuxième dimension, qui est la dimension proprement appel à la population, qui se traduit ici à la fois par l'appel à tous les habitants. Tous les habitants sont invités à venir se déplacer à la mairie. Et puis, deux éléments, dont l'un, la date, comme vous voyez, est mis très en avant et souvent très très gros. C'est une caractéristique assez forte des enquêtes publiques, mais qu'on va retrouver dans l'affichage administratif généralement. Et puis un délai, ici 20 jours, pendant lesquels donc, ces habitants peuvent aller consulter le projet et s'exprimer. Donc vous avez ces deux dimensions, qui est à la fois cette espèce de tout le monde qui est convoqué par la fiche, et puis cette idée du délai administratif qui est qu'en fait, il y a juste une petite période pendant laquelle on peut aller faire cette démarche. Alors derrière ça, en fait, et le rôle que tient la fiche dans cette enquête publique, c'est que d'abord, elle constitue une totalité, c'est-à-dire en apposant, en collant cette affiche sur les murs de la ville, elle permet de prétendre que tout le monde a été convoqué à venir. Alors, évidemment, c'est une fiction, parce qu'en réalité, quand on va se pencher sur la localisation des affiches, on va voir qu'il y a en fait assez peu de lieux dans lesquels on va effectivement coller l'affiche. Et que c'est des lieux conventionnels, certes connus de tous, mais voilà, vous pouvez tout à fait circuler en ville sans jamais rencontrer l'affiche en question. Et donc, il y a une forme de fiction qui est que si cette affiche a été affichée en un certain nombre de lieux conventionnels, eh bien tout le monde a été appelé. Donc ça, c'est la première partie de cette fiction qui est la dimension tout le monde, totalité, tous les habitants, toute la municipalité. Et puis vous avez une deuxième dimension qui est celle de l'appel et qui va en fait, via le délai administratif, permettre de clôturer cette période où on demande aux gens leur avis. Parce que précisément, le délai administratif, ce qu'il dit, c'est que vous pouvez vous exprimer, mais vous pouvez vous exprimer pendant un délai qui s'ouvre à la date qui date l'affiche et qui se
termine après les 20 jours ici, mais parfois c'est 3 mois, ça dépend un peu des procédures. Et pendant ce temps-là, vous pouvez vous exprimer. Après, vous ne pourrez plus vous exprimer. Et ça construit deux choses. Ça construit à la fois que ceux qui ne sont pas venus au bout des 20 jours, qui constituent en fait la quasi-totalité des habitants, parce que hier comme aujourd'hui, très peu de gens se déplacent aux enquêtes publiques, même quand l'enquête est très suivie, en fait personne n'est venu. Et donc la totalité de ces gens qui ne sont pas venus, l'administration peut alors affirmer, et c'est très explicite au XIXe siècle, qu'ils ont consenti au projet. Et donc ça, c'est une dimension qui est assez importante et que constitue la fiche. Elle construit le consentement des populations qui ne sont pas venues. Alors ensuite, il y a quelques-uns qui sont venus. Il y en a quelques-uns qui vont venir, qui vont écrire dans le registre. Et ceux-là, on les contient, c'est-à-dire c'est les opposants. Les opposants, ils ont eu un temps pour s'exprimer. Au bout de ce temps, ils n'ont plus le droit de s'exprimer, c'est-à-dire à la fin du délai administratif, toute opposition est irrecevable. Et par contre, l'administration peut prétendre avoir tout entendu, c'est-à-dire quand elle va imposer sa décision, ce qu'elle fait généralement après sans modifier le projet de décision, elle peut dire qu'elle a entendu toutes les plaintes, toutes les propositions, toutes les oppositions, toutes les observations des habitants, les rares qui sont venus, elle a tout entendu, et donc sa décision est juste, parce qu'elle est informée et qu'on a tout su, tout entendu, tout vu. Donc vous avez à la fois cette dimension de clôture, mais qui permet aussi de construire à la fois une justice et un consentement des habitants. Alors ça, du coup, et ça explique un peu ma question initiale, c'est que ce que j'ai essayé de faire, du coup, c'est de partir de ça. C'est-à-dire l'enquête publique, elle offre un modèle de l'affiche qui est assez particulier, qui est centré sur cette question de l'appel et qui du coup offre un modèle analytique pour voir si les autres formes de l'affichage administratif fonctionnent aussi un peu comme ça, c'est-à-dire sur le mode de l'appel à tous. Venez donc, et puis si vous n'êtes pas venu, vous avez consenti, et si vous êtes venu, vous avez le droit de vous exprimer, et puis c'est bon quand même. Voilà, c'est un peu la logique qu'il y a derrière dans la construction de cette procédure administrative. Alors, une fois que j'ai commencé à m'intéresser à ça, je me suis dit, bon, il faut regarder l'affichage administratif plus largement. Il y a un problème qui est que, en fait, l'affichage, c'est pas facile à étudier. Pour deux raisons qui sont en fait un peu paradoxales. D'abord, il y a beaucoup d'affiches. Donc ça, c'est, si vous regardez les grands fonds, ici, il y a un très beau fonds numérisé, par exemple, ça déborde d'affiches dans toutes les archives, particulièrement dans les archives municipales, parce qu'il y a souvent, au XIXe siècle, un niveau de dépôt obligatoire des affiches avant la position. Et donc, vous avez des très, très grandes collections extrêmement importantes qui se sont constituées. Donc, vous avez des affiches à propos de tout. L'administration fait des affiches à tous les sujets, absolument tout, dans tous les sens. Mais bon, voilà, du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus d'un peu spécifique? C'est-à-dire, en gros, voilà, vous avez juste un support qui semble communiquer quelque chose par la position sur les murs plutôt que par l'insertion dans un journal. Ça ne vous dit pas quelque chose de vraiment très substantiel. Et par ailleurs, il y a un problème inverse qui est qu'il y a très peu de sources spécifiques sur la question de l'affichage lui-même. C'est-à-dire si vous cherchez des sources, des dossiers qui vous parlent de où est-ce qu'on affiche, pourquoi on affiche, etc., vous n'allez pratiquement pas en trouver. En fait, on n'a pratiquement rien conservé là-dessus. C'est des bribes et des toutes petites traces. Et donc là, ma stratégie a été plutôt de multiplier les sites. Donc je suis allé... une vingtaine de sites d'archives départementales et municipales pour trouver à chaque fois des tout petits dossiers très très maigres et essayer de reconstituer quelque chose. Alors ça aurait été relativement désastreux et il n'y aurait pas le livre en fait si j'étais pas tombé il y a une dizaine d'années dans les archives départementales de la Sarthe sur les archives de cette imprimerie, l'imprimerie Monnoyer, qui a été pendant l'essentiel du XIXe siècle l'imprimeur officiel de la préfecture de la Sarthe et dont les archives départementales de la Sarthe conservent la totalité des archives parce que cette imprimerie a fait faillite dans les années 1980 et a versé la totalité de ce qu'elle avait, et elle avait conservé à peu près tout depuis le XVIIIe siècle aux archives. Et donc on a en particulier tous les registres de commandes, pas seulement d'imprimerie, mais aussi de papeterie. Donc jusqu'au moindre crayon, on peut faire une reconstitution parfaite de tout ce que consomme une préfecture moyenne en France au XIXe siècle, à partir de ces registres de commandes. Et parmi les commandes, il y a des commandes d'affiches. Il m'a permis donc de reconstruire une base de données qui, sur une période, alors tous les registres ne sont pas complets, donc j'ai pris une période qui va de 1847 aux années 1880, sur un gros tiers du XIXe siècle. Et sur cette période, j'ai dénombré dans ces registres pas loin de 3000 affichages préfectoraux
qui, et c'est encore un bémol qu'il faut rajouter, constitue une toute petite partie de l'affichage administratif tel qu'il va se retrouver au niveau municipal. Alors, vous voyez sur cette photo, en fait, les murs de l'imprimerie elle-même sont occupés, sont une zone d'affichage. En réalité, l'imprimeur autorise non seulement l'affichage de publicité, mais même l'administration à afficher sur les murs de cette imprimerie. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir une base un peu systématique et de poser un certain nombre de questions à partir de cette base de données qui me permettent de poser des questions un peu systématiques que je vous résume ici. Donc il y a 10 questions en gros qui sont les 10 chapitres du livre. Le premier, c'est sur la forme, c'est quoi une affiche? Et ça, en fait, ça résulte justement de quand on ouvre ces registres et on se rend compte assez rapidement qu'en fait, c'est pas simple de déterminer ce que c'est qu'une affiche. Parce que ce n'est pas toujours qualifié d'affiche ou de placard, il y a plein d'autres désignations, et puis surtout, il y a plein d'autres objets qui ne sont pas intuitivement ce que nous qualifierions comme affiche. Donc il y a toute une question, toute une réflexion à avoir sur c'est quoi ce qu'on affiche exactement et c'est quoi afficher. Ensuite, il y a un deuxième chapitre qui résulte aussi d'une interrogation. Si on prend ces affiches produites par Monnoyer, on se rend assez rapidement compte qu'il n'y a pas de loi. C'est-à-dire qu'on n'imprime pas de loi. En fait, on n'affiche plus de loi. Et il n'y a pratiquement plus de loi dans l'espace public, en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui a basculé au cours de la Révolution. Au début de la Révolution, il y a une période d'intensification et même d'explosion de l'affichage des lois. Et puis ensuite, assez rapidement, à partir de 1793, il y a un effondrement de l'affichage des lois, progressif. Il va mettre jusqu'au consulat à complètement s'éteindre. Et ensuite, au XIXe siècle, mis à part quelques exceptions, je vais y revenir, on n'affiche pratiquement plus de lois. Donc ça, c'est une vraie question. Pourquoi on a cessé d'afficher les lois, alors que, dans le même temps, l'affichage des actes administratifs, eux, décolle et ne cesse d'augmenter tout au long du siècle en nombre, quoi. Donc là, il y a deux logiques qui sont des logiques un peu antagoniques, c'est-à-dire on a arrêté les lois, mais par contre, les autres actes administratifs, on s'est mis au contraire à les publier en masse. Troisième question, c'est la question des lieux, c'est-à-dire où est-ce qu'on... ce qui est un peu le pendant de la question des tirages, évidemment, c'est combien on tire, combien on affiche et où est-ce qu'on affiche. Donc c'est cette question des lieux conventionnels et de leur choix. Donc là, vous avez un certain nombre de constantes et d'évolutions au cours du siècle. Et puis vous avez quelque chose qui est beaucoup plus troublant, c'est que en fait, l'affichage pourrait spontanément, quand on y pense, se situer plutôt dans l'espace public. On pense plutôt à l'affiche comme un objet d'extérieur. Et en réalité, quand on commence à regarder ce qu'on affiche et ce qu'on imprime comme affiche, on se rend compte qu'il y en a énormément qui sont destinés à l'affichage intérieur, et en particulier pour les affiches de conservation. Donc là, vous avez à nouveau un sujet à part entière. Pourquoi l'intérieur serait un espace public, ou dans quelle mesure, ou qu'est-ce que fait là l'affiche, qu'est-ce que c'est son rôle en intérieur par rapport à celui de la publication à l'extérieur. Vous avez un cinquième chapitre qui concerne la question de la couleur, parce que ça c'est un grand sujet qui devient assez rapidement évident quand vous vous intéressez aux affiches au XIXe siècle, c'est qu'il y a des affiches en blanc et des affiches en couleur, et que cette division, elle recoupe en général, mais pas toujours, la position d'un timbre. Et donc vous avez dans cette question de la couleur et du timbrage, une question sur laquelle je vais revenir un peu plus longuement tout à l'heure, mais qui est assez intrigante quand on la découvre la première fois. Ensuite, vous avez une question sur les tarifs de chemin de fer, parce que numériquement, quand vous avez cette base de données que j'ai établie, vous voyez que en fait, de tout l'affichage administratif et de toute l'histoire au XIXe siècle de ces affiches administratives, l'affiche qui est la plus produite, c'est les tarifs de chemin de fer. C'est vraiment, mais alors à un niveau, mais genre 10 fois plus que tout le reste, quoi. Et donc il y a un objet à part entière qui est l'affiche de tarifs de chemin de fer, qui est l'affiche qui domine. C'est vraiment l'affiche numériquement la plus importante, et c'est pas forcément totalement intuitif. Donc là aussi, il y a une espèce de questionnement à avoir sur d'où ça sort, pourquoi c'est l'affiche la plus importante numériquement, etc. Donc voilà, tout un chapitre sur l'affiche de tarif de chemin de fer, qui est un objet un peu étrange. Ensuite, un chapitre sur la télégraphie, parce que, autre surprise, quand vous avez une base de données comme celle que j'ai établie, vous allez vous rendre compte qu'il y a des objets qui s'appellent des affiches de dépêches télégraphiques. Donc c'est un objet. L'affiche télégraphique est un objet qui existe tout au long du siècle, puisque la télégraphie aérienne a été inventée sous la Révolution. Vous avez, dès la Révolution, des affiches de dépêches télégraphiques qui sont un objet à part entière et qui sont un objet ambivalent, parce que vous avez une partie qui se présente comme une dépêche télégraphique, c'est-à-dire qui met
en scène la technologie du télégraphe dans l'affiche, qui va s'appeler dépêche télégraphique, qui va mettre en valeur le moment où la dépêche est partie, la rapidité de la communication, des choses comme ça. Et puis vous avez par ailleurs toutes sortes d'autres affiches qui, elles, sont aussi intégralement passées par le télégraphe. Le message est entièrement télégraphié, mais elles, on ne met pas du tout en valeur la technologie. Et donc vous avez là différents supports et différents types de communication qui sont assez troublants, qui est que effectivement le télégraphe a commencé à prendre une importance croissante au cours du siècle, surtout après 1830, dans ces questions d'affichage, mais que c'est pas toujours visible sur l'affiche. Parfois c'est mis en scène, parfois pas. Ensuite, vous avez les discours qui constituent en fait un type d'affiche très particulier, correspond à une problématique qui est double, qui est celle de la non-protection des affiches administratives. C'est-à-dire que pour la plupart, dans la plupart des cas, l'administration appose son affiche et puis ensuite s'intéresse pas énormément au devenir de l'affiche. C'est-à-dire bon, que les gens l'aient lu, pas lu, que les gens l'arrachent ou l'arrachent pas. Bon, il y a une petite amende pour arracher l'affiche, mais enfin franchement, il n'y a pas trop d'excitation policière autour de l'affiche. On surveille ça très vaguement. Il n'y a pratiquement pas de consignes données aux policiers, aux gendarmes pour ça. Mais par contre, il y a deux types d'affiches qui sont l'objet d'une surveillance policière frénétique et qui ne va pas du tout s'arrêter. Ce sont les affiches des discours présidentiels. Alors, ça commence avec les discours de Louis-Napoléon Bonaparte sous la Deuxième République et ça va se poursuivre sous l'Empire avec les discours impériaux du même Louis-Napoléon et puis ensuite sous la Troisième République les discours ministériels qui vont prendre la relève. Donc ces discours et l'autre support qui lui aussi est inventé sous le Second Empire et qu'on appelle le Moniteur des communes, qui est un espèce de journal officiel qui lui aussi va être recyclé par la Troisième République sous le nom de bulletin des communes, bref, il change un peu de nom à plusieurs reprises sous la Troisième République. Il y a va pas me revenir, mais Édition des communes, qui est donc l'équivalent de ce Moniteur des communes, qui est donc recyclé aussi sous la Troisième République. Et ces deux supports-là, les discours et l'affiche du journal officiel, si vous voulez, voilà, c'est Journal officiel, Édition des communes, vont être les deux seuls supports qui sont l'objet d'une surveillance policière et qui mettent en scène, du coup, quelque chose qui est très particulier, qui est la communication directe entre le chef de l'État ou un ministre et l'ensemble de la population. Et quand on dit l'ensemble de la population, c'est assez spectaculaire pour le 19e siècle, c'est qu'effectivement, il y en a dans chaque commune, et que c'est probablement pendant une bonne partie du second 19e siècle, le seul support écrit qui est véritablement communiqué à tous les habitants, au moins tous les habitants des communes rurales. Enfin, vous avez les listes, je développerai aussi un peu plus les listes qui sont un genre à part entière. C'est assez frappant quand on regarde ces affiches, un nombre tout à fait conséquent de listes de noms, principalement, qui sont affichées pour toutes sortes de procédures sur lesquelles je vais revenir. Et enfin, le dernier chapitre qui revient sur donc, la place de l'enquête publique dans cet affichage et compare les procédures d'affichage en général avec celles de l'enquête publique. Alors je ne vais pas tout détailler parce qu'évidemment ce serait très très long. Je vais vous détailler ceux que j'ai mis en gras, en gros. Enfin, les deux premiers très rapidement, la forme et les lois, ça sera vraiment très succinct. Et un peu plus en détail, la couleur et les listes. C'est un choix parmi d'autres. Si vous voulez qu'on parle d'autre chose après, on peut parler de tout ce que vous voulez. Alors, la forme, je pars de là, qui n'est pas du tout une affiche administrative. Mais pour discuter vos attentes, c'est-à-dire en fait quand vous regardez ce qui a été fait en matière d'histoire de l'affichage, l'essentiel de l'histoire de l'affichage s'est intéressé à l'histoire de l'affiche illustrée, de l'affiche publicitaire principalement, et a construit, surtout en histoire de l'art, une attente sur ce que c'est qu'une affiche. C'est-à-dire même la définition du format, si vous allez en histoire de l'art, part du fait que c'est illustré. Une affiche, c'est par définition quelque chose qui contient une illustration. Et c'est un peu ce qu'on attend spontanément quand on parle d'affiche, ou quand on va acheter une affiche, ou quand on voudrait une affiche, etc. Alors de ce point de vue-là, l'affichage administratif est extrêmement déceptif, puisque ça ressemble plutôt à ça, et que, en gros, il n'y a pratiquement jamais d'illustration, pour des raisons qui sont diverses, mais principalement parce que ça coûte très cher, l'illustration, et que, voilà, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est vraiment le basculement
avant de l'affiche officielle qui va passer vers l'image au tout début du XXe siècle, mais surtout avec la Première Guerre mondiale, où là, il y a une explosion de l'image dans la communication officielle. Mais avant, c'est vraiment extrêmement réduit. Vous avez des exceptions, bien sûr, mais elles sont très, très faibles. Alors même ça, je vous donne cet exemple-là en vous disant c'est un peu un modèle d'affiche administrative. En fait, quand vous commencez à vous intéresser à ces objets, et en particulier via cette base de données que j'ai constituée, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément le seul objet qui est publié. Vous affichez aussi des recto-verso en tout petits caractères. Vous affichez des cahiers. Ça, c'est une surprise qui peut nous sembler beaucoup plus troublante. Mais par exemple, pour les listes électorales, la plupart des listes électorales ne sont pas affichées en liste affiche. Elles sont publiées en liste cahier. On imprime un petit cahier. Généralement, il y a une ficelle. La ficelle est bloquée quelque part. Parfois, il y a une réglette. Parfois, c'est inscrit dans un dispositif sur le bord d'un mur avec même un petit auvent pour pas que le petit livret se mouille ou se salisse, etc. Mais voilà, vous avez des objets qui sont mis à la disposition du public qui peuvent être des objets beaucoup plus gros, beaucoup plus robustes, qui ne sont pas forcément collés, voilà, il y a toutes sortes de questions. Et donc, vous avez en fait un périmètre beaucoup plus vaste des types d'objets qui sont utilisés. Et en particulier, ce qui est très important, c'est le réemploi. Vous avez toutes sortes de démarches où l'administration doit afficher au moins en un exemplaire sur la porte de la mairie, généralement, et où elle ne va pas se donner la peine, pour un exemplaire, de faire une affiche, parce que ça coûte extrêmement cher. Rien que la composition coûte entre 3 et 4 francs. Donc c'est absolument inimaginable de faire une affiche comme ça pour un exemplaire. Et donc si on a un imprimé, on va réutiliser l'imprimé qui sert dans les bureaux et on va juste afficher dehors l'imprimé, ce qui est encore aujourd'hui la pratique dominante. Si vous allez à côté d'une mairie, vous savez, la feuille A4, voilà. C'est exactement pareil au 19e siècle. C'est-à-dire que vous avez une partie importante de l'affichage qui ne passe pas du tout par la production d'un grand... et ça, du coup, quand vous êtes confronté à cet objet dans l'archive, parfois vous n'allez pas distinguer ce qui a été affiché et ce qui ne l'a pas été. Autre surprise, mais qui en fait n'en est pas une, c'est que pratiquement toutes les objets sur lesquels vous allez tomber dans les archives n'ont pas été affichés. C'est un petit peu logique, parce que s'ils sont affichés, ils sont ensuite détruits. Dans la plupart du cas, ils sont arrachés, ou surtout, il y a une nouvelle affiche qui est collée par-dessus, et donc l'affiche précédente disparaît. Donc si elle est dans les archives, c'est que c'est précisément qu'elle n'a pas été affichée. Elle est généralement soit une épreuve, soit des exemplaires surnuméraires, et surtout des exemplaires témoins. Parce qu'à partir des années 1840, il y a un basculement jurisprudentiel qui fait que pour prouver l'affichage, il faut d'abord avoir une affiche imprimée, parce que si vous avez imprimé une affiche, ça compte par défaut pour le fait de l'avoir affichée. Parce que vous pouvez faire un certificat ex post, même après coup, même un an plus tard, vous pouvez dire que vous avez affiché l'objet, ça vaudra si vous avez produit l'affiche. Donc c'est quand même un objet assez pratique, et c'est pour ça que vous en avez dans tous les dossiers administratifs. Dès que vous ouvrez une affaire, vous avez un exemplaire surnuméraire, parce qu'il prouve le fait que vous avez fait la démarche. Alors par ailleurs, vous avez inversement, et c'est plutôt rare, des objets comme celui-ci, qui sont des objets décrochés. Pas très fréquent. Là, ça se voit assez bien parce que vous avez les points de colle. Donc, quand vous avez des points de colle ou quand vous avez des points arrachés sur les côtés ou parfois des trous, enfin, il y a un certain nombre de techniques d'affichage classiques que vous allez pouvoir identifier quand vous travaillez régulièrement sur cet objet. Ici, donc, vous avez 3 points de colle qui témoignent que cet objet a été affiché. Quand vous rencontrez ça pour la première fois aussi, ça vous éclate un petit peu ce que c'est qu'une affiche, puisque cet objet est tout petit, un objet de 15 cm sur 10 à peu près, donc c'est vraiment un tout petit objet, donc l'affiche n'est pas nécessairement un grand machin. C'est souvent écrit à la main, et ça, vous allez en trouver tout au long du siècle, même à la fin du siècle. Pourquoi ? Parce que quand vous devez faire un seul exemplaire, encore une fois, ça coûte très cher de l'imprimer, et donc vous allez plutôt avoir un copiste qui va vous faire une copie manuscrite, et vous allez l'écrire. Alors ceci, là, c'est ce qu'on appelle une promesse de mariage ou un projet de mariage. Je vais m'attarder 2 secondes dessus parce que c'est en fait un modèle pour l'affichage au XIXe siècle, le mariage. C'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui un extrait d'acte de publication de mariage. C'est-à-dire, en fait, la procédure de publication a été réformée à 2 reprises. D'abord en 1792, on a changé les règles du mariage. On reprend une vieille idée du
du droit canon restandardisé à l'époque moderne, qui est celle des bans, donc l'idée qu'il faut publier oralement avant la réalisation d'un mariage à plusieurs reprises le projet qu'auraient deux personnes de s'unir. Derrière cette idée, il y a l'idée que c'est véritablement un projet, c'est-à-dire c'est un peu comme une enquête publique. Vous publiez le projet qu'ont deux personnes, deux familles, de s'unir, parce que en fait, le mariage est quelque chose qui concerne l'ensemble de la société. Et où il y a toutes sortes d'interventions possibles qui peuvent s'opposer à la réalisation de ce mariage. Et par conséquent, vous avez une forme de mise en connaissance du public. Ce qui se fait essentiellement à l'oral sous l'Ancien Régime, en chair, généralement 2 à 3 fois successives, hein, c'est un rythme généralement d'une semaine. Et la Révolution, en 1792, change ça en faisant une procédure qui est double, qui réduit à une seule publication orale. Donc le maire doit sortir au moins 8 jours avant le mariage annoncé et déclamer dans la rue, devant la mairie, le projet de mariage. Et ensuite, il va écrire cet objet qui est en fait le protocole de sa publication orale. Donc ça, c'est toute une autre partie dont on pourra rediscuter si vous voulez. C'est la manière dont l'affiche s'articule à une pratique qui va continuer tout au long du XIXe siècle, qui est la publication orale. On continue à crier les choses dans la rue, et cette dimension orale ne disparaît pas du tout. Elle change de nature et de statut un peu, mais elle ne va pas du tout disparaître. Donc le maire sort, il crie, et ensuite il fait un protocole de cet acte de publication qu'il a fait. Quand on dit publication, c'est une publication orale. Il écrit ça sur cette feuille de papier, et ensuite, il colle cette feuille de papier à la porte de la mairie pendant 8 jours. Et ensuite, il décroche cet objet. C'est la raison pour laquelle ces objets sont généralement décrochés jusqu'au Code civil. Pour écrire dans la marge, sur le côté, son certificat d'affichage. Donc il va écrire sur le même document que le document est resté affiché à la porte de la mairie le temps réglementairement voulu, et que donc tout va bien, le projet de mariage peut s'accomplir. Je note juste un tout petit détail qui ne vous aura peut-être pas échappé, mais la colle ici est sur l'avant du document. Je ne sais pas si ça vous évoque une difficulté quelconque, mais voilà, derrière une vitre, en fait, une technique effectivement d'affichage assez classique tout au long du 19e pour les mairies. Vous avez généralement des boîtes à l'extérieur, souvent des boîtes vitrées, grillagées, etc., pour accrocher ce genre d'objet. Mais dans certains cas, l'objet est collé vers l'avant, et donc c'est quelque chose que vous retrouvez sur un certain nombre de documents tout au long du siècle, c'est la colle à l'avant. Donc, parfois c'est la colle à l'arrière, mais parfois c'est la colle à l'avant. 1810, donc au Code civil, va intervenir à nouveau et changer les règles de ces publications en introduisant une deuxième publication orale au bout du terme des 8 jours. Donc le maire doit ressortir au bout de 8 jours et il doit recréer dans la rue le projet de mariage. Et à partir du Code civil, donc, ces affiches disparaissent des fonds publics. On ne les retrouve plus. Pour la simple raison, c'est qu'en fait, ils ne sont plus conservés comme certificat d'affichage parce qu'il y a un registre de publication. Et dans le registre de publication, la deuxième publication, qui est donc mentionnée dans le registre, mentionne aussi l'affichage, qui est resté donc entre les deux publications. Et du coup, vos certificats d'affichage, on n'a plus besoin du document pour le prouver. Et du coup, ces documents ne sont plus conservés après. Ils sont extrêmement rares après 1810. C'est parmi les affiches les plus rares. J'ai essayé d'en trouver après pour le 19e siècle. C'est vraiment, à part dans des fonds privés, vraiment extrêmement difficile de retrouver ce genre d'objet. Je passe au deuxième chose, c'est sur les lois. Alors, la publication des lois, encore aujourd'hui, il y a deux notions aujourd'hui dans notre droit actuel, c'est la promulgation et la publication, qui sont les deux formalités nécessaires pour qu'une loi devienne exécutive et obligatoire. Alors la promulgation, c'est pour l'exécutoire. L'exécutif va vous certifier la légitimité de cette loi et va ordonner son exécution, c'est quelque chose de très formel. Et ensuite, la publication, ça va être de donner accès vraiment au contenu de la loi à ceux qui doivent y obéir. Et c'est ça qui rend la loi obligatoire. Ce principe, qui est un vieux principe
déjà sous l'Ancien Régime, passe sous l'Ancien Régime essentiellement par la publication orale. Il y a des affiches, en gros depuis le XVIe siècle, les affiches se sont multipliées comme support de publication de la loi, mais c'est un auxiliaire de la publication orale, et c'est seulement avec la Révolution que ça devient une formalité obligatoire qui a le même statut que la publication orale. C'est-à-dire qu'il faut non seulement crier la loi, mais il faut en plus l'afficher. Et il faut l'afficher dans toutes les communes. Et donc vous avez une production de loi qui va évidemment exploser avec la Révolution parce que l'activité législative est absolument démesurée. On refait à peu près toutes les normes, et comme on passe son temps à les refaire et dans un volume absolument gigantesque, il y a un nombre d'affichages qui est sans commune mesure avec tout ce qui s'est vu avant et tout ce qui se verra jamais après. Donc vous avez un moment, en gros, entre 1789 et jusqu'en 93-94, puisqu'après ça va se compliquer, où vous avez un nombre de publications de lois, mais c'est littéralement par centaines chaque semaine que vous avez ça sur les murs des villes. C'est vraiment quelque chose de très important qui amène à, ici je vous donne un exemple justement du printemps 93, mais cette tendance a déjà commencé en 92 à imprimer plusieurs lois sur la même affiche pour tenter de remplir le papier au maximum, parce que cette surproduction de lois a un coût évidemment qui est absolument énorme, et donc vous avez toutes sortes de manières et de tentatives pour optimiser par la densification et l'accumulation des textes sur une même page pour essayer de réduire et de limiter la dépense publique dans ce domaine qui est absolument gigantesque. Alors à partir de 93, il se passe quelque chose qui est assez troublant. Ça commence déjà dans les années 80, à la fin 92. C'est que vous commencez à voir une partie des autorités nationales au niveau de l'Assemblée nationale qui se révoltent contre l'idée que certaines autorités locales ne publient plus les lois et les décrets. Alors c'est quelque chose qui est révélateur d'une prérogative locale, c'est-à-dire déjà sous l'Ancien Régime, celui qui affiche, mais qui affiche pas seulement les lois, qui affiche toutes les affiches, la prérogative d'afficher est toujours au magistrat local. Et c'est toujours le cas après la Révolution. Ce sont en gros les autorités départementales qui ont la main pour ordonner et produire les affiches, les envoyer à toutes les communes et les faire afficher. Ce relais départemental devient de plus en plus suspect, en particulier dans le contexte du fédéralisme, ou des tendances fédéralistes supposées ou réelles de certaines de ces administrations locales. Et du coup, le pouvoir central va progressivement trouver problématique que certains textes ne soient pas imprimés. Alors il y a tout un débat, et qui est assez difficile à trancher en réalité, entre une difficulté à produire les textes au niveau local, qui est liée à plusieurs questions qui ont été bien étudiées dans l'historiographie sur le manque de papier, la difficulté, les retards dans la production des imprimés officiels, etc., qui peuvent parfois être de plusieurs mois, etc. Et puis là, vraiment la mauvaise volonté qui ferait que explicitement on veut obstruer la publication et qu'on ne le fait pas. Donc là, vous avez quelque chose qui est en fait beaucoup plus ambigu que ce que certains conventionnels vont en faire après comme justification pour supprimer en quelque sorte ce relais départemental qui est que jusqu'ici on envoyait donc le texte de la loi au niveau départemental, les départements réimprimaient la loi pour que ensuite elle soit publiée partout, et à partir de 93 on va progressivement introduire un tout nouveau mode de publication qui est avec la création d'un recueil qu'on appelle le Bulletin des lois, qui est l'ancêtre de notre journal officiel, et qui doit donc en fait suffire d'insérer dans ce livre la loi pour qu'elle soit connue des habitants. Dans un premier temps, c'est encore progressif, étant donné qu'elle est encore déclamée au niveau local, c'est-à-dire que la publication est maintenue au niveau oral. On arrête les affiches, mais on continue à crier la loi. Et progressivement, au cours de la Révolution, on va complètement cesser d'imprimer ces lois, en les concentrant uniquement dans le recueil, dans le bulletin des lois, avec cette idée que, ma foi, c'est pas grave si la loi est uniquement dans une bibliothèque, quelque part, accessible à quelques-uns, souvent des spécialistes, des juristes, et que la population n'a plus besoin d'être soumise physiquement à la loi dans la rue
pour qu'on puisse présumer que cette loi est connue. C'est un renversement, et c'est un renversement qui est justifié vraiment par cette idée que l'administrateur local aurait trop de pouvoir si on lui laissait l'occasion localement de publier la loi. Il faut cesser de publier localement, parce que sinon, eh bien, chaque administrateur local a le pouvoir d'invalider la loi en ne la publiant pas. Alors, cette stratégie, donc de faire disparaître la loi de l'espace public, elle va avoir des ratés à partir des 100 jours. Parce que, en fait, la difficulté, si vous mettez une loi dans un recueil, c'est que, a priori, vous supposez que les citoyens connaissent la loi, mais en fait, ils ne la connaissent pas. Et dans certains cas, c'est mieux s'ils la connaissent. Par exemple, si vous êtes un empereur qui redébarque en France et qui cherche à reprendre le pouvoir, il vaut mieux que les gens sachent que vous êtes là, que vous faites telle ou telle loi, etc. Et donc, vous avez un chaos pendant les 100 jours qui est lié précisément à cet réinvestissement massif des murs et de la republication de la loi, qui va aboutir à partir de 1817-1818 à une nouvelle réflexion qui introduit une procédure d'urgence, et qui est donc une procédure exceptionnelle, ou qui va stabiliser l'idée que dans certains cas, il est bon quand même que les citoyens connaissent la loi. Et dans ces cas-là, eh bien, on peut accélérer la publication, non pas par l'insertion dans le recueil, mais en la faisant imprimer sur place. Alors, je vous donne ici un exemple, qui est un exemple assez amusant, qui sont donc les ordonnances de Saint-Cloud sur donc, la suspension de la liberté de la presse, qui sont publiées le 25 juillet à Paris, affichées le 26, où il déclenche la Révolution de juillet, et qui ensuite vont se répandre progressivement dans les départements au fur et à mesure que la Poste transporte la décision. Arrive ici cette affiche, affichée le 30 juillet dans les Bouches-du-Rhône, le jour où la Révolution a déjà triomphé à Paris. Donc vous avez ce décalage qui, en fait, a été réfléchi après lui aussi, et va être un des grands événements qui motive la concentration de la télégraphie dans les mains du ministère de l'Intérieur après 1830. À partir de 1830, il y a une réévaluation du rôle de la télégraphie et du rôle de l'urgence dans la communication politique en temps de crise, qui va aboutir à la mise en place d'un service télégraphique à grande échelle qui permet d'arriver partout, enfin de faire parvenir des nouvelles partout avant la Poste, qui va être la grande ambition des années 30-40, qui en gros aboutit au milieu des années 30, un régime mixte qui passe à la fois par le télégramme et la Poste, et qui arrive à prévenir les préfets, un système centralisé, à prévenir les préfets avant que toute autre forme de communication ait pu leur parvenir. Donc, qui retient cette leçon. Donc là, voilà, vous avez typiquement une affiche de loi qui est une affiche sous ce régime exceptionnel de la publication, sous le régime 1817-18, qui est un régime qui va être conservé jusqu'en 1870. Alors inversement, ce qui est très frappant, c'est que précisément les actes des administrations locales, typiquement ici une préfecture, eux doivent continuer à être imprimés. Alors il y a eu la même tendance, c'est-à-dire à partir des années 1820 en particulier, vous avez une tendance des préfets à cesser de faire des affiches et à insérer leurs arrêtés dans un recueil local qui est le recueil des actes de la préfecture de ceci ou de cela, qui permet, d'après certains préfets, du coup, de présumer la connaissance des décisions préfectorales. Cette tendance a été encouragée. Manifestement, ça se serait très bien passé s'il n'y avait pas eu une décision contraire de la Cour de cassation dans les années 1840, qui, elle, va définitivement invalider cette tendance et fixer l'inverse, qui est que non. En fait, on ne peut pas présumer de la connaissance des actes par rapport à la connaissance des lois. Alors, pour une raison qui va devenir la justification officielle de la connaissance des lois jusqu'à aujourd'hui, c'est que les lois, on en discute.
Normalement, elles sont discutées avant dans les journaux. Vous pouvez en avoir eu vaguement connaissance par d'autres chemins, alors que l'arrêté du préfet, il sort vraiment comme l'éclair du nuage. Il n'y a aucune raison que vous ayez entendu parler de l'arrêté du préfet, et par conséquent, cet arrêté doit être confronté physiquement aux habitants. Il faut qu'ils y soient confrontés pour que ça puisse s'appliquer à eux. Alors, je vous ai mis un exemple d'exercice de la chasse, parce qu'en fait, au cours des années 30-40, là, au moment où se décide beaucoup cette question, ce sont essentiellement des gens qui sont arrêtés pour fait de chasse, qui protestent ensuite en disant « Ah mais non, moi je n'avais pas du tout entendu que monsieur le préfet avait clos la chasse dans le département, et c'était pas du tout vrai qu'il l'avait publié, la preuve, il n'y avait pas d'affiche, etc. » Et le préfet a beaucoup de mal à justifier ça, et ces questions sont finalement tranchées par la Cour de cassation, donc avec cette obligation qui va, à partir des années 40, obliger les préfectures, pour tous ces arrêtés qui obligent les citoyens et qui leur demandent d'obéir à des choses très précisément, à fabriquer des affiches imprimées en grand nombre. Alors je passe à la couleur. La couleur, c'est un aspect qui est très original et qui est lié à un débat révolutionnaire sur la question de la visibilité de l'affiche, qui est un grand problème, qui est si vous êtes une autorité publique, eh bien, votre affiche, vous allez la mettre sur un mur, et ensuite, vous allez avoir plein de publicité autour, parfois même par-dessus votre affiche, et votre affiche, elle va juste disparaître dans un flot publicitaire absolument énorme, et donc, vous allez être complètement invisible. Donc, il y a quelque chose à la fois sur le respect dû à l'acte et à la démarcation, à la visibilité de cette affiche. Alors, ça se négocie d'abord autour des affiches politiques. Donc ça, ce sont la première de ces grandes lois, qui est une loi Le Chapelier, 10-18 mai 1791, qui est une loi qui discute et qui décide, vous la connaissez peut-être, en particulier donc d'interdire les pétitions en nom collectif, mais qui décide par la même occasion d'interdire les affiches en nom collectif, et qui décide de tout court d'ailleurs d'interdire les affiches qui prendraient l'apparence des autorités publiques. Et donc typiquement vise des sections de municipalités ou des associations politiques qui feraient des affiches en présentant leurs débats ou leurs décisions comme étant des arrêtés officiels, comme étant des décisions comme celle d'une mairie, d'un département, etc., et qui donc prendraient les couleurs de l'autorité. Donc cette première restriction va tenter de trouver une solution à comment distinguer ce qu'est une autorité publique, et qui en gros va devenir la grande question révolutionnaire autour de l'affiche. Et on essaye, dans un premier temps, il y a toute une réflexion sur, on va réserver l'affichage uniquement aux autorités publiques. Donc il n'y aura plus que des affiches des autorités publiques, c'est trop sérieux comme histoire. Et donc ça supposerait d'interdire tout le reste comme affichage, ce qui est une solution qui va très rapidement s'avérer indéfendable, en particulier face à la légitimité de la publicité. Et donc, la solution qui est adoptée finalement dans cette première loi Le Chapelier, c'est de leur trouver des emplacements réservés. Donc, les municipalités sont appelées à désigner dans l'espace urbain un certain nombre d'espaces, de lieux, de murs, qui sont exclusivement réservés aux affiches des autorités publiques et que les autres, donc la publicité, n'ont pas le droit d'utiliser. C'est renforcé un tout petit peu après par une autre mesure qui, elle, est encore plus spectaculaire d'une certaine manière, c'est l'usage du blanc qui est réservé aux autorités publiques, les particuliers devant impérativement utiliser la couleur. Donc à partir de ce moment-là, à partir de 1791, toute la publicité passe en couleur. Vous avez donc, quand vous regardez les murs, des murs qui sont relativement bariolés et dans lesquels les affiches officielles se démarquent immédiatement par le blanc. Un peu plus tard, en 1797, cette même séparation va se trouver renforcée par l'usage d'un timbre, qui est une taxation spécifique des affiches. En 1797, on se met à taxer toutes sortes de choses. Ça va des journaux aux musiques, aux feuilles de partition. Voilà, il y a un énorme nombre
de production imprimée que l'État se met à taxer pour augmenter ses revenus, dont les affiches publicitaires, les affiches des particuliers, pour le dire plus généralement, qui donc doivent apposer un timbre sur leurs affiches. Et du coup, à partir de là, vous avez une combinaison qui, en gros, va à peu près tenir pour l'ensemble du siècle, et qui est que d'un côté, vous avez les particuliers, c'est simple, ils sont en couleur, ils ont un timbre, et puis de l'autre côté, vous avez les autorités publiques, elles sont en blanc sans timbre. C'est une séparation bien claire entre ces deux groupes. Alors la difficulté, c'est que très rapidement, cette distinction très claire va devenir très compliquée et pas du tout systématique. Alors, la première difficulté, c'est que les administrations et plus généralement aussi les tribunaux font des affiches pour les particuliers. C'est-à-dire vous avez en fait toute une série de démarches qui ne sont pas faites par l'autorité publique pour elle-même, mais par l'autorité publique pour un particulier, pour une démarche qu'il fait par lui-même. Et c'est le cas en particulier pour tout ce qui concerne le droit commercial et une partie du droit civil, typiquement les ventes judiciaires, les faillites, tout ce genre de choses, supposent des publications. Donc vous êtes censé rendre public l'événement ou la vente par des affiches. Et vous allez ici avoir une difficulté qui est de savoir est-ce que, parce que c'est une obligation légale et que ça passe par une autorité publique de manière directe ou indirecte, ça doit être en blanc ou ça doit être en couleur. Au début du siècle, c'est encore en blanc. Et au cours de l'Empire, pour ces affiches judiciaires, ça va progressivement être renégocié. Alors c'est lié à une subtilité qui est assez difficile quand on n'a pas l'habitude, c'est de distinguer différentes formes du timbrage. Alors vous avez ici deux exemples de timbres qui n'ont absolument rien à voir. En haut, vous avez une affiche blanche, pourtant timbrée, parce qu'elle est imprimée sur du papier timbré, du papier de dimension. Et le papier, le timbre de dimension, c'est en fait, c'est lié au papier de dimension, c'est lié à l'enregistrement de votre document. C'est-à-dire en fait, ce qui est déjà vrai sous l'Ancien Régime, toutes les pièces de procédure judiciaire, dès que vous allez vouloir soumettre quelque chose à un tribunal, il faut que ce soit enregistré auprès de l'enregistrement et il faut que ce soit timbré. Alors c'est une taxation très chère. Hein, la feuille, la petite feuille est à 25 centimes, la grande feuille à 1,60 franc. C'est une manière vraiment de taxer énormément les procédures judiciaires. Alors qu'en bas, vous avez le timbre de l'affiche, qui est un timbre de taxation des affiches particulières, qui ne donne aucun caractère d'authenticité, contrairement au timbre du dessus, hein, qui donne une forme d'authenticité à la pièce. En bas, il ne s'agit pas du tout d'authenticité, c'est une pure taxation d'un objet publicitaire. Il faut arriver, quand vous travaillez dans ce domaine, à distinguer ces différents types de timbres pour voilà, arriver à distinguer exactement comment se met en place cette séparation, qui est qu'à l'origine, entre 1791 et jusque dans les années 1805-6, vous avez des affiches blanches, par exemple, pour les faillites, pour les ventes judiciaires, et progressivement, vous allez avoir deux types d'affiches. Dans les registres de mon imprimeur Monnoyer, vous avez ça, vous avez des commandes pour 150 affiches, dont 50 en blanc sur papier timbré et 100 en papier couleur timbré. Mais c'est un autre timbre. Voilà, deux timbres séparés. Donc c'est assez technique, mais cette séparation, elle a été imposée par le ministère des Finances, qui en fait ne voulait pas qu'on passe en affiche blanche tout ça sans timbre sous prétexte que ce serait des procédures officielles, parce qu'il y avait quelque chose à tirer de ça. Donc vous avez une ambition du ministère des Finances qui, au cours du siècle, ça va s'intensifier, vous allez voir, va généraliser en fait une tentative d'étendre les documents qui sont l'objet de taxation et donc d'imposition de couleur. Alors ici, la couleur n'est pas imposée totalement parce qu'il y a un certain nombre qui sont des pièces de procédure, d'où le blanc, mais le blanc du coup timbré. Voilà. C'est une exception, c'est un cas tout à fait atypique. Donc déjà, vous avez un premier cas de figure qui est assez compliqué, où vous n'avez pas blanc sans timbre d'un côté et couleur avec timbre de l'autre côté. Vous avez des blancs avec timbre d'un côté et des donc pour les mêmes documents, les mêmes affiches sur des supports différents. Donc c'est très troublant et ça arrive très vite, ça arrive à partir de l'Empire et ça va s'intensifier, en particulier à partir de 1826, où le ministre des Finances, Villèle, qui est par ailleurs chef du gouvernement, impose aux mairies
de mettre toutes leurs affiches concernant ce qu'il appelle les affaires municipales en couleur et avec timbre. Avec une idée qui est une idée pas du tout intuitive, qui est que, en fait, un maire, ce n'est pas une autorité publique. C'est une autorité publique quand il représente l'État dans les fonctions de politique générale de toutes sortes, mais par ailleurs, c'est un gestionnaire. C'est un gestionnaire de biens publics, et dans ce rôle de gestionnaire de biens et de services, eh bien, il agit comme un particulier et il fait des choses qui relèvent finalement de la même chose qu'un particulier qui gérerait ses biens. Il vend, il loue, il fait toutes sortes de marchés, etc. Et lorsqu'il se comporte de la sorte, eh bien, il devrait être taxé comme un particulier. Donc vous avez cette idée, qui est une fiction du ministère des Finances, il devrait payer le timbre. Alors les maires se sont absolument opposés à cela pour plein de raisons, et évidemment aussi pour des raisons financières, ça leur coûtait fort cher, mais surtout ça brouillait la frontière symbolique entre l'autorité publique justement et la publicité. Et donc vous avez une résistance qui est absolument extraordinaire. Si vous prenez, c'est une petite enquête que vous pouvez faire assez simplement dans une collection systématique. Alors là, je n'avais pas pris celle des archives de Lyon, j'avais pris la bibliothèque Méjeanne, qui est aussi assez belle. Prenez toutes les adjudications de la ville d'Aix sur le 19e siècle et vous regardez à partir de quel moment il y a des affiches d'adjudication colorées. Et en fait, vous n'avez pas d'adjudication colorée avant la fin des années 30. Vous commencez à en avoir quelques-uns dans les années 40, c'est pas du tout encore systématique. Même dans les années 50, cette affiche-là, en 55, encore sur blanc, c'est pas du tout encore systématique, et ça ne deviendra systématique que dans la seconde moitié des années 60. Donc voilà, vous avez une grande difficulté du ministère des Finances à imposer cette mesure, qui va mettre très longtemps et qui demande un forceps terrible, précisément parce qu'il y a cette dimension symbolique, mais aussi parce qu'il y a d'autres enjeux de tension autour de cette fiction que une municipalité serait gestionnaire de ses biens et possesseur de ses ressources, étant donné qu'elle est sous tutelle administrative du préfet. Donc vous avez tout un argumentaire juridique de la part de ces maires qui disent que c'est complètement délirant, étant donné qu'ils sont ni autonomes, qu'ils sont en fait un pion administratif désigné par le préfet. Ça paraît complètement délirant de les prendre pour des particuliers qui seraient en possession de leurs ressources et gestionnaires de leurs biens de manière libre et indépendante. Le ministère des Finances étend cette distinction en 1834 au département. Alors là, encore plus fictionnel, parce qu'alors là, non seulement c'est le préfet lui-même, le représentant de l'État qui serait dans ce rôle double, gestionnaire des biens, etc., mais en plus, au niveau financement public, il n'y a aucune indépendance financière des départements, donc il y a vraiment une fiction absolue qui va donner lieu à des irrégularités, et typiquement, donc j'ai étudié ça dans le département de la Sarthe, plusieurs échanges assez vifs, les préfets protestent, mais protestent très vivement, sont absolument opposés, aussi directement pour ces questions symboliques. Il ne veut pas perdre en fait le blanc comme symbole des autorités publiques, mais aussi parce que dans toutes sortes d'affaires, en particulier d'adjudication, le surcoût induit par cette taxation rend certaines de ces entreprises tout à fait problématiques, en particulier pour des petits travaux sur des chemins vicinaux, où c'est des tout petits budgets. Le coût de l'affichage doit être porté finalement par l'adjudicataire, celui qui va faire les travaux, l'entrepreneur qui va accepter le marché. C'est lui qui prendra en charge à la fin le coût de cette chose. Et donc le surcoût induit fait qu'il y a de moins en moins d'entrepreneurs qui veulent faire, surtout pour des petits travaux, ce genre de choses. Donc là, typiquement, vous avez, ça s'est posé sur les routes départementales dans la Sarthe, dans les années 30. Au début des années 30, elles sont en blanc. Ensuite, vous avez toute une phase où elles sont en couleur parce que le préfet a fini par céder. Et en 39, arrive un nouveau préfet qui va renégocier la chose et expliquer qu'en fait, non, c'est logiquement pas possible qu'elles soient en couleur, et en particulier pour des raisons de propriété publique, parce que les routes départementales, en fait, n'appartiennent pas au département, etc. Et donc, elles vont repasser à partir de 1839 en blanc. Donc, vous avez une espèce de cycle qui fait que, de fait, si vous êtes face à cette question de la couleur dans les fonds, c'est vraiment très, très subtil et très difficile, parce que dans chaque département, vous avez des rythmes assez différents et des négociations qui ne sont pas arrivées au même résultat. Je vous donne quelques autres exemples pour que vous voyez un petit peu les effets. Vous avez ici
une affiche d'adjudication donc pour la reconstruction d'un édifice diocésain. Les édifices diocésains sont gérés directement par le ministère des cultes et donc sont considérés comme des travaux de l'État et donc sont affichés en blanc. À côté, vous avez en revanche la vente d'un bien du département, ici une ancienne école normale, affichée en couleur. Vous avez des ventes de bois des forêts domaniales, toujours en blanc, parce que domaine de l'État. Et vous avez à côté, alors oui, vous pourriez par extension, alors ça va ouvrir à un autre chapitre qui est le chapitre des exceptions, c'est-à-dire que donc au cours du siècle, les cas de couleur et de blanc se multiplient, mais les exceptions sont extrêmement nombreuses par ailleurs, et donc ça crée un catalogue complètement fantastique qui devient de plus en plus impénétrable pour les usagers qui eux-mêmes ne savent souvent absolument pas les règles à appliquer. Typiquement pour les ventes de bois des communes, qui sont typiquement un bien communal, devrait être en couleur. Elles sont exemptées, et très tôt dans le siècle, parce qu'elles dépendent en fait de la gestion de l'administration des forêts. C'est-à-dire en fait, les communes ne sont pas gestionnaires autonomes de leurs forêts, elles doivent passer par l'administration des forêts pour gérer leur bois, et par conséquent, elles sont considérées comme gérées par l'État et donc blanches. Donc vous avez cet inversement. Alors là, vous avez une affiche électorale. Alors normalement, les affiches électorales sont toutes en couleur, bien sûr, puisque ce sont des particuliers qui affichent ça et devraient donc être en couleur et timbrée. Ici, c'est une affiche de candidat officiel. Donc, c'est une affiche en blanc. C'est par ailleurs une affiche qui est passée par la télégraphie, ce qu'on ne voit pas directement là, mais en fait, c'est un message télégraphique qui a été envoyé pour expliquer donc au préfet qu'il devait faire la publicité pour le futur élu en question. Donc voilà, c'est un genre à part, l'affiche du candidat officiel, puisque c'est une affiche légitimement en blanc, c'est-à-dire le gouvernement ne se cache pas du tout que, évidemment, puisque ce sont ces candidats, ils relèvent légitimement des autorités publiques et donc peuvent être affichés en blanc. Ce qui est assez troublant quand on y réfléchit de notre point de vue, mais tout à fait banal pour le 19e siècle. Alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'au début du siècle, le critère, c'était l'idée que le maire ou le préfet se comporte parfois en gestionnaire et parfois comme délégué de la puissance de l'État. Et donc cette séparation-là, qui est très très difficile à faire, va progressivement se clarifier dans la seconde moitié du siècle par un critère qui est un peu plus simple, mais quand même assez complexe, qui est celle de la dépense publique. Et qui est de dire, ce qui est payé par l'État ou ce qui est payé majoritairement par l'État est en blanc, et ce qui est payé majoritairement par les communes et les départements est en couleur. Ici, vous avez un exemple qui est extrêmement paradoxal, qui est tout ce qui touche à l'école. Tout ce qui touche à l'école, jusqu'à la loi Ferry, est en couleur, parce que l'école est, bien que une question d'intérêt général, considérée comme de l'attribution des communes, et donc l'État explique que c'est les communes qui font la pub pour leurs établissements, quoi. Donc c'est en couleur, c'est comme de la publicité. À partir des lois Ferry, l'État mettant une partie conséquente de l'argent dans cette affaire, les affiches deviennent en blanc. Ici, vous avez juste avant, donc théoriquement, devrait être en couleur. Elle devrait être doublement en couleur, cette affiche, puisqu'en plus, c'est une association qui affiche, cette association philotechnique qui organise la distribution des prix ici à Saint-Denis. Mais, comme vous l'aurez constaté, le maire est aussi le président de cette association. Et voilà une manière assez classique de résistance des maires au XIXe siècle qui, pour toutes sortes de choses, mais aussi pour des fêtes, pour toutes sortes de choses qu'ils organisent, vont continuer à afficher en blanc, alors même qu'en fait, ils devraient le faire en couleur. Alors, notez par ailleurs que cette question du blanc et de la couleur comme étant quelque chose qui s'indexerait sur la dépense publique est en fait une logique qui est imposée uniquement par le ministère des Finances, mais que parallèlement, si on regarde donc dans ces années 30, exactement au moment où se met en place cette mesure pour les départements, se met par ailleurs en place, en 1838, plus précisément, toute une nouvelle législation sur les marchés publics qui est exactement opposée à la logique de la taxation des affiches et qui donne une toute autre idée de l'articulation entre les autorités publiques locales et l'État, en l'occurrence les marchés publics des collectivités, alors ça ne s'appelle pas encore collectivité, des autorités, des administrations inférieures, sont
indexés, sont alignés sur les procédures de l'État. Donc en fait, vous avez dans les années 30 justement un très très grand mouvement, ça concerne aussi la propriété publique, toutes sortes de mouvements de généralisation de tout ce qui concerne l'État qui est progressivement étendu et appliqué aux autorités locales, alors même que dans le cas des affiches, on fait exactement l'inverse. Donc ça, c'est un très bon exemple si vous voulez, de conception totalement orthogonale de l'État qui sont défendues au même moment par des administrations différentes. Alors, vous avez toutes sortes d'exceptions sur ces affiches, je vous ai dit, et va donner lieu à la définition de cette notion qu'on appelle les lieux publics, qui sont en fait les lieux dans lesquels l'affiche devrait être en couleur. Alors, je vous ai ici montré une affiche qui est une affiche publicitaire, c'est une affiche pour un livre. Le livre et le spectacle en général sont des exemples, presque des exceptions, on pourrait dire, où l'image est très tôt présente dans le 19e siècle. Au 19e siècle, vous avez, dès l'Empire, beaucoup d'images dans les publicités pour la librairie et pour les spectacles en général. Et alors cette affiche est en blanc parce qu'en fait, les libraires peuvent afficher en blanc dans leur vitrine pendant une bonne partie du siècle, parce que précisément la vitrine n'est pas considérée comme un lieu public. Mais si vous sortez de la librairie et que vous mettez un écriteau, un placard incliné, vous allez devoir afficher en couleur parce que vous serez dans le lieu public. Donc vous avez cette idée qu'il y a des lieux qui peuvent être considérés comme des lieux privés, comme l'intérieur de certaines boutiques, dans lesquels vous pouvez après tout mettre des affiches en blanc si ça vous chante, mais si vous sortez dans le lieu public, eh bien, vous allez devoir passer à la couleur. Sauf que, justement, en même temps que se complexifie ce catalogue invraisemblable de ce qui doit être en couleur et en blanc, se complexifie le catalogue que ce ministre des Finances continue à développer sur ce que c'est qu'un lieu public, avec un nombre incroyable de lieux publics qui finissent par être qualifiés tels, même à l'intérieur. Alors, typiquement, les études de notaire, même à l'intérieur, sont des lieux publics, les cafés, bien sûr, et les restaurants sont des lieux publics, mais aussi les salons de coiffure, etc. Donc vous avez un catalogue du lieu public qui ne va faire que se restreindre. En fait, les exceptions vont devenir de plus en plus nombreuses pour évidemment taxer de plus en plus de supports d'affiches dans ces lieux-là. Donc voilà, c'est une dynamique fiscale assez intéressante, mais qui a des répercussions sur cet objet, dans sa couleur, dans les collections publiques. Alors, je passe aux listes, qui sera mon dernier objet. Vous avez différents types de listes. Vous avez en gros deux types de listes. Vous avez des listes qui sont des listes exceptionnelles, où on va désigner des individus qui sont soit légitimes, soit déchus, soit des moindres mâles. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un moindre mâle. Et puis, vous avez des listes communes, qui sont des séries de noms qui concernent un peu tout le monde et qui appellent en fait les citoyens. Alors, je commence par les listes d'exception. Vous avez ces trois modalités, mettre en valeur des individus légitimes, signaler le moindre mal ou pointer les individus déchus, qui sont donc une logique qui est entre la légitimation et la stigmatisation. Alors, mettre en valeur les légitimes, c'est typiquement des listes de professions que vous réglementez. Donc, c'est à partir de l'Empire, typiquement les professions médicales. Ici, liste générale, c'est-à-dire où on les a tous mis ensemble, mais dans de nombreux départements, vous faites en fait des listes séparées, avec les pharmaciens d'un côté, les listes de médecins de l'autre, avec une logique qui est encouragée par l'État de séparation. On essaye d'extraire, vous avez plein de logiques derrière ça, d'extraire la pharmacie de la médecine, et puis d'orienter un certain nombre de choses sur les hiérarchies des différents types de praticiens que vous essayez de rendre visibles, entre les anciennes façons d'être reçus, les nouvelles façons d'être reçus et les façons intermédiaires, celles de la Révolution, parce que vous avez toute une période révolutionnaire où les médecins ont été désignés en gros par les élites locales. Et où donc, voilà, il faut se démêler sur les ordres de légitimité assez diverses de ces praticiens, et par ailleurs hiérarchiser les différentes professions, puisque vous avez toutes sortes de professions intermédiaires, comme les officiers de santé, les chirurgiens, etc. Donc des vieilles professions qui sont réarticulées à l'intérieur de nouvelles hiérarchies, et cette liste, elle rend visibles ces hiérarchies. Mais cette liste, principalement, elle vise à montrer ceux qui sont légitimes, c'est-à-dire si vous n'êtes pas sur la liste, vous êtes en exercice illégal de la médecine et vous êtes censé être poursuivi. La plupart de ces affiches signalent d'ailleurs un appel à la dénonciation, demandant aux populations de désigner ceux qui exerceraient la médecine et qui ne figureraient pas sur la liste.
Alors vous avez ce genre de liste pour toutes sortes d'autres professions, avec des logiques derrière qui peuvent être des logiques administratives différentes. Cette liste, par exemple, pour les vétérinaires brevetés, elle n'est pas affichée en extérieur, elle est affichée à l'intérieur des mairies, parce que c'est une affiche de conservation. Et en fait, la seule chose qui compte dans cette affiche, c'est que vous sachiez quel est le vétérinaire le plus proche de chez vous. S'il y en a un qui s'est installé récemment un peu plus proche de chez vous, il faut que vous le sachiez, parce que s'il y a une zoonose, si vos bêtes tombent malades à cause d'une épidémie, si vous voulez pouvoir prétendre à un dédommagement, il faut qu'il y ait un vétérinaire qui soit venu voir, et il ne faut pas que ce soit n'importe quel vétérinaire, il faut que ce soit le vétérinaire le plus proche de chez vous. Et donc, il faut que vous sachiez quel est ce vétérinaire, et donc vous avez des listes actualisées pour ça. Donc, vous avez, voilà, ce type de listes peuvent avoir non seulement des fonctions qui sont des fonctions de légitimation des individus, mais qui peuvent aussi avoir des logiques administratives derrière en fonction de ce que les administrés attendent. Alors ensuite, vous avez un deuxième type de liste qui sont ce qu'on va appeler le moindre mal. L'exemple type, c'est dans les encouragements à la production équestre. Donc vous avez, c'est un grand acquis de la Révolution, une liberté dans la production des chevaux. L'Ancien Régime avait un encadrement très très fort, très prescriptif de la production équestre, qui, après la Révolution, devient libre. Vous faites ce que vous voulez, vous prenez n'importe quel reproducteur comme vous voulez, vous faites vos chevaux comme vous voulez. Le problème, c'est qu'on manque gravement de chevaux et que donc l'État, en particulier pour les services des armées, et que donc l'État va avoir une politique offensive pour essayer, dans ce cadre libéral, de produire beaucoup de chevaux et si possible des chevaux pas trop catastrophiques pour pouvoir servir aussi aux armées. Et donc vous avez un système qui est un système d'encouragement qui est assez complexe, qui contient tout un système de courses, de concours, etc. Je vous en passe, mais aussi tout un système d'étalons approuvés. Alors c'est la petite affiche, qui sont donc une série d'étalons qui sont les meilleurs étalons privés disponibles. Vous conservez un système de haras qui a été réintroduit, donc vous avez un certain nombre d'étalons d'État par ailleurs qui sont disponibles, mais qui sont rares, qui sont souvent lointains. On essaye de vous les rapprocher, mais enfin bon voilà, un étalon c'est quand même assez difficile d'accès, et en plus ils font une monte par jour. Voilà, bon, tout le monde ne va pas pouvoir utiliser les étalons de l'État, ils sont chers par ailleurs. Donc voilà, on vous propose un certain nombre d'étalons que l'État, lui, garantit très bons pour la reproduction. Ce sont les étalons approuvés. Et puis apparaissent assez rapidement cette deuxième catégorie, l'affiche est généralement l'une à côté de l'autre, qui sont les étalons autorisés. Alors, les étalons autorisés, c'est un peu troublant quand on pense, parce que derrière autorisé, on a l'impression qu'il y aurait des interdits. En fait, il n'y a pas d'interdiction puisqu'on est dans un système libéral, mais la notion même d'autorisé appelle évidemment cette idée inverse, que ceux qui ne sont pas là seraient interdits. Et c'est un effet psychologique qui est effectivement recherché par les services de l'État, qui veulent qu'on utilise ceux-là si vraiment on veut utiliser des catastrophiques avant de tomber dans le totalement n'importe quoi. Et donc, en gros, ça, c'est le rebut. C'est le rebut de la liste des primés, donc la liste la petite liste, celle des approuvés, ça c'est les vraiment bons. Et ceux-là, les autorisés, c'est ceux qui sont un peu moins mauvais, enfin qui sont un peu plus mauvais, mais qui sont encore possibles. En dessous, c'est la catastrophe. C'est le vice, c'est dangereux. C'est en fait, vous, d'un point de vue de la conservation de la race, comme on disait à l'époque, vous êtes vraiment dans la dégénérescence. Et donc, il faut absolument éviter. Donc là, vous pointez quelque chose qui est le moindre mal. C'est-à-dire, si vraiment vous voulez aller jusque-là, d'accord, mais ensuite, ne descendez pas plus bas, n'allez pas ailleurs, parce qu'ailleurs, c'est n'importe quoi, c'est la catastrophe, c'est la fin. Donc ça, vous avez un certain nombre de listes qui proposent ce genre d'objets, qui sont des objets un peu intermédiaires et assez troublants. Et ensuite, vous avez évidemment, beaucoup plus intuitif, la liste des déchus. Ici, celle des condamnations pour les peines afflictives ou infamantes. Ce sont des listes, c'est-à-dire sous l'Ancien Régime, vous avez évidemment une impression de ces peines, c'est-à-dire l'idée même d'imprimer la peine, de l'afficher publiquement dans un certain nombre de lieux qui ont été en contact avec le criminel est d'une très grande banalité, mais généralement c'est un arrêt par condamné. On fait une affiche par condamnation, ce qui coûte évidemment cher, et donc vous avez eu une optimisation qui commence dès le début du siècle par ces tableaux qui sont des listes où on a un petit peu réduit en quelque sorte la question pour faire moins cher. On met tous les condamnés ensemble, on les regroupe généralement par, je crois que c'est par trimestre, voilà, là c'est le premier trimestre, et on signale un certain nombre de particularités sur ces condamnés
qui sont censés évidemment à la fois toucher, faire exemple pour que les autres ne fassent pas la même chose, mais aussi pour stigmatiser ces individus. Ça fait partie de la peine. Et puis vous avez un deuxième type de liste, qui est en fait un type de liste qui m'intéresse beaucoup plus, qui sont des listes communes, qui fonctionnent vraiment comme des appels aux administrés. Et l'exemple que je vais vous présenter, qui est un exemple un peu paradigmatique, parce qu'on le retrouve dans plusieurs autres cas, ça sera celui du recrutement, donc du recrutement militaire. Vous avez eu sous l'Empire la conscription. La conscription a eu très mauvaise presse, évidemment, avec la Restauration. Le nouveau régime promet dans la charte d'ailleurs, de supprimer la conscription et de ne plus recourir à l'enrôlement obligatoire. Et très rapidement, en 2-3 ans, on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir faire une armée de volontaires. Et donc, on en revient, en 1818, avec la loi de Gouvion-Saint-Cyr, à cette nouvelle conscription, qui ne s'appelle plus conscription, qui s'appelle désormais recrutement. Alors, le recrutement, il va faire un certain nombre d'affichages de listes. La conscription, elle, connaissait déjà une liste, mais c'était une seule liste, et cette liste, elle arrivait à la fin, c'était la liste d'émargement. C'est une liste définitive, c'est la liste qui met la liste des jeunes gens qui doivent aller à l'armée une fois qu'ils ont été sélectionnés, triés, validés, et qui est sans contestation possible. Donc c'est la liste finale qui n'appelle aucune réponse. Je vous ai mis un exemple ici de modèle d'affiche, c'est-à-dire dans les procédures administratives normalisées au niveau national, les ministères envoient dans les préfectures, généralement ce sont des imprimés, des recueils entiers avec des modèles de formulaires et de toutes sortes de choses. Et il y a très souvent dans ces modèles de formulaires des modèles d'affiches. Donc ça c'est un modèle d'affiche pour les listes d'émargement qui permet ensuite de comprendre pourquoi ces affiches qui sont imprimées dans tous les départements séparément ont quand même des proximités même stylistiques, c'est-à-dire même dans le choix des polices, dans la forme des tableaux, etc., qui sont extrêmement unifiés, alors même qu'ils sont en fait des productions locales, complètement locales, mais voilà, qui suivent un modèle qui est envoyé au niveau national. Alors, le recrutement va introduire deux types de listes. Une liste du recensement et une liste du tirage au sort. Et ce ne sont pas du tout des listes définitives, ce sont des listes provisoires. Ce sont en fait, un peu comme sur le modèle des enquêtes publiques, des projets de liste, si l'on veut. On publie la liste avant de décider que cette liste est définitive. Alors ces listes sont extrêmement rares pour une raison assez simple, c'est que quand on regarde par exemple chez Monnoyer, on produit une affiche, mais on produit aussi un certificat d'affichage qui fait que la plupart de ces affiches n'ont pas été conservées, elles restent ensuite sur le mur, elles sont recouvertes, etc. C'est très rare de trouver ce type d'objet. Alors, le premier, c'est le tableau de recensement. C'est donc tous les jeunes gens, tous les jeunes hommes de 20 ans doivent aller à l'armée. On appelle tout le monde à venir vérifier que tous les noms qui sont concernés, donc tous les jeunes gens de 20 ans, sont sur la liste. C'est un appel qui est double. C'est un appel à la dénonciation. Il y a des gens qui ne sont pas sur la liste qui devraient y être. Mais c'est aussi un appel à faire valoir ses droits. Vous êtes sur la liste, vous avez 19 ans par exemple, vous n'avez pas encore 20 ans, donc vous ne devriez pas être sur la liste, donc vous pouvez faire valoir votre droit, c'est un motif valable de contestation, on vous retire de la liste. Donc c'est ça, c'est une liste provisoire dans laquelle il y a des noms qui peuvent encore rentrer, sortir, et la publication vise à ce que la population à laquelle on fait appel procède par dénonciation ou par interpellation pour faire valoir ses droits. La forme de ces publications reprennent le modèle du mariage. Alors ça, c'est le cas d'un très très grand nombre de ces procédures de publication. C'est à nouveau un projet avec exactement la même logique qui est discutée lors du projet de loi Gouvion-Saint-Cyr. C'est un projet qui concerne la société au-delà de l'individu et qui suppose l'application et l'acquisition de droits et d'obligations. Il y a donc un certain nombre de motifs d'opposition, exactement comme dans le mariage. La seule nuance dans le cas du recrutement, c'est que ce n'est pas un projet privé, c'est un projet de l'État sur vous, et on soumet ce projet à ceux qui sont concernés pour qu'ils puissent réagir. La deuxième liste, qui est une liste du tirage au sort, elle a lieu avant le conseil de révision. Et la logique ici est un peu différente, c'est qu'une fois qu'on a donc recensé tout le monde, on va ensuite passer devant un conseil de révision qui va pouvoir éventuellement vous dispenser du service militaire
en fonction d'un certain nombre de critères objectifs, pour certains, moins pour d'autres, taille, santé, situation familiale. Donc vous avez toutes sortes de catégories familiales, hein, les fils uniques de veuves, de septuagénaires, etc., par exemple, ne font pas l'armée, etc. Vous avez toutes sortes de critères, toutes sortes de problèmes de santé vont également, votre taille, je crois que c'est 1,58 m pour ne pas marcher, etc. Vous avez là encore un appel à dénonciation qui a l'idée que vous allez avoir plein de gens qui vont essayer de trouver des motifs qui ne sont pas réels ou qui vont s'être mutilés volontairement pour ne pas y aller. Et vous avez du coup un appel explicite à la dénonciation sur tous ces motifs éventuellement contestables pour ensuite influer dans l'ordre du tirage, puisque en fait tous ces jeunes gens ne vont pas marcher, il va y avoir un tirage au sort et vous allez avoir un ordre dans lequel les jeunes vont partir et chaque personne qui arrive à se faire exempter dans cet ordre, évidemment, décale la liste vers le haut. C'est-à-dire des gens qui sont tout en bas et qui pourraient ne pas marcher parce qu'ils sont trop bas dans la liste, vont remonter s'il y a trop de gens qui sont exemptés en haut. Et donc, ils ont tout intérêt à dénoncer toutes les causes en haut qui pourraient être... Alors, il y a ici un espace, et c'est exactement la même logique que dans l'enquête publique, vous ouvrez un espace de contestation légitime hein, sur un nombre de critères qui sont extrêmement resserrés, évidemment. C'est-à-dire vous donnez l'illusion que vous pouvez intervenir et contester la chose. En réalité, le nombre de critères est vraiment très resserré. Et vous avez par ailleurs toute une série de problèmes éthiques qui se sont posés, qui ont été discutés et qui, dans certains départements, donnent lieu à des pratiques un peu différentes qu'ailleurs, et en particulier sur la difficulté d'affirmer, d'afficher des maladies et des difformités publiquement, qui est qu'ensuite, ça peut avoir des conséquences sur les jeunes gens, et en particulier sur leur difficulté à trouver des épouses pour un certain nombre de maladies. Alors, il est en fait pas du tout écrit quelque part. Il est en fait explicite dans les discussions de la loi et dans les instructions. C'est très difficile de savoir s'il est proféré. Parce que donc, il y a, dans ces moments-là, les moments de publication qui sont à la fois par le maire devant la mairie, mais aussi au moment du tirage par le préfet ou le sous-préfet, puisque ça se fait à un niveau cantonal. C'est très difficile de savoir s'il est explicité. Si cette chose est explicitée, on l'a dans les instructions, donc on sait que les préfets sont invités à faire ça, ou les sous-préfets sont invités à faire ça. Voilà. Ce qu'on sait par ailleurs sur leur tendance, sur leur réticence à mentionner par exemple les maladies, etc., tout ça, c'est très difficile à dire si de fait ils vont encourager les gens à dénoncer, etc. Il y a par ailleurs des dénonciations. C'est-à-dire on trouve par ailleurs dans ces procédures des dénonciations dans toutes sortes de cas, pour toutes sortes de situations, parce que c'est dans l'intérêt de fait de certaines personnes de dénoncer si quelqu'un, c'est par exemple, c'est en particulier le cas pour les mutilations, pour les gens qui étaient en parfaite santé et qui, juste avant le conseil de révision, se trouvent avoir une grave maladie de pied. Parce que ça décale dans l'ordre. Voilà. Et donc vous avez des gens qui vont devoir marcher alors qu'ils ont intérêt du coup. Donc voilà, c'est des choses qui existent. Mais dans l'affichage lui-même, vous n'avez pas de trace de ça. Non, vous n'avez pas l'appel lui-même. L'affiche est assez sobre, c'est un tableau, voilà, qui dit juste ce qu'il y a dedans, quoi. Donc vous avez là des listes qui sont des listes provisoires et qui se présentent explicitement comme des opérations préliminaires qui vous appellent à venir réagir pour rendre la liste définitive et pour pouvoir la clôturer. Ce qui ensuite a comme fonction annexe de la rendre incontestable. Et vous avez dans cette idée, avec ces procédures de publication, l'idée que vous allez manifester l'égalité de traitement, qui est plutôt en fait une juste inégalité, parce que justement, toutes ces personnes ne sont pas traitées de la même manière. Il y a des gens qui ne vont pas marcher, il va y avoir des exemptés, il va y avoir toutes sortes d'exceptions et de règles et de hiérarchies, et du coup, vous devez manifester que ce traitement, qui en fait est irrégulier, est différencié, prouve néanmoins l'égalité de traitement de tous en fonction d'un certain nombre de critères qui, eux, ont été explicités antérieurement, et produit aussi le consentement de tous ceux qui ne se sont pas prononcés contre ces listes, avec la même logique qui est explicitée par l'administration sur le fait que vous êtes d'accord sur le fait que vous devez figurer dans telle liste et que vous êtes bien là où vous devriez être et que les choses s'appliquent bien à vous comme elles devraient s'y appliquer. Alors ce principe est appliqué à un nombre tout à fait important de listes de toutes sortes. Alors je vous ai mis ici
les listes électorales, mais vous avez évidemment aussi des listes équivalentes pour des questions fiscales, pour des questions de répartition de biens communaux, pour toutes sortes de choses de cet ordre, pour des travaux aussi, pour des contributions, par exemple, d'entrepreneurs au financement des chemins vicinaux. Enfin, vous avez un nombre de listes de ce genre tout à fait spectaculaire. Ça occupe vraiment un gros volume. Ce qui se pose avec ces listes assez rapidement, dès les années 30, c'est la question de savoir si on peut vraiment les afficher en extérieur. Cette liste ici que je vous mets, qui est la liste électorale pour le département de la Sarthe en 47-48, est la dernière liste qui a été entièrement imprimée en tableau, qui comprend 3000 électeurs pour les départements de la Sarthe. En 1848, on va passer à 150 000, et donc on n'imprime plus la liste en fait, intégrale du département, pour une raison qui est assez intuitive, qui est le coût. Parce que cette liste imprimée des 3000 noms, elle a coûté 3000 francs. C'est un objet extrêmement cher. Et donc, en fait, il y a une réflexion sur le coût qui, du coup, va inviter à à donner accès à des listes souvent partielles et souvent manuscrites à l'intérieur des mairies, avec un dépôt qui fonctionne du coup un peu sur le modèle des enquêtes publiques, c'est-à-dire vous avez du coup une affiche qui est apposée en ville et qui vous dit que vous pouvez aller à la mairie, que vous pouvez aller voir la liste, que la liste y est déposée pendant un certain temps et que vous aurez un certain nombre de règles pour y accéder, protester, etc., en fonction de critères qui sont prédéfinis. Ici, un exemple de brouillon. Alors ça, les exemplaires surnuméraires qu'on trouve dans les dossiers servent aussi à la préparation de la fiche de l'année suivante. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça qu'on garde plusieurs exemplaires en général, parce qu'on va reprendre un des exemplaires de l'année précédente pour préparer le brouillon pour l'année suivante ou plusieurs années plus tard pour des choses qui se répètent d'une année sur l'autre de manière parfaitement identique. Et donc ça, c'est un objet que vous retrouvez assez souvent. Donc vous avez là quelque chose qui a une grande proximité avec les enquêtes publiques et qui se retrouve dans un très grand nombre d'affichages administratifs. C'est cette idée d'appeler les citoyens à réagir sur un projet d'acte qui s'applique à eux et leur absence, leur non-déplacement à la mairie signalant leur consentement. Et ce que j'ai poursuivi, et c'est un peu l'objet du livre, c'est la manière dont se construit autour de cette idée-là la place de cette idée dans le droit administratif au cours du XIXe siècle, qui va se mettre en place très progressivement. Ce n'est pas un truc du jour au lendemain, ça met plusieurs décennies à se mettre en place, qui est en fait l'idée du recours, qui est en fait l'idée que l'acte administratif est juste parce que on l'a communiqué, que le citoyen, l'administré, pouvait réagir, pouvait contester sa légitimité, et que par conséquent, une fois qu'il ne s'est pas déplacé, il y a consenti, et que donc il est pleinement consentant aux choses qui s'appliquent à lui. Voilà, je vais m'arrêter là, et on peut évidemment parler de tout ce que vous voulez. Alors, il y a, je crois... Alors, concernant la couleur, elle a tendance à s'effacer, évidemment, avec le temps. Certaines affiches que vous nous avez présentées étaient d'un jaune très pâle. Comment avez-vous pu, enfin, déjà au-delà du blanc versus couleur, est-ce qu'il y a d'autres oppositions qui existent? Et puis, comment avez-vous pu déterminer parfois ce qui était imprimé en couleur ou pas? En fait, c'est assez difficile pour certaines teintes, donc surtout pour les jaunes et puis pour certains bruns, parce que vous avez des blancs qui tournent vers le gris. Et donc certains blancs sont tellement sombres qu'ils auraient pu être des couleurs. Et pour certaines couleurs, vous avez en particulier certains jaunes où c'est pas du tout clair s'ils étaient en blanc ou si c'est un papier un peu beige, donc un blanc, mais voilà. Donc c'est en fait une très bonne question. C'est parfois pas facile à dire. Quand même, dans la plupart des cas de couleurs, le reste de la couleur est suffisamment clair. Quand c'est des verts, des bleus, des choses comme ça, il y a un certain nombre de teintes où il y a assez peu d'ambiguïté. Et puis, il y a des teintes où il y a tout à fait clairement une ambiguïté, où c'est vraiment très difficile à dire, en fait. Ouais. Non, vous avez raison, c'est une très bonne remarque, et c'est
C'est très difficile à faire. Alors après, vous avez le timbre. Le timbre, lui, est un deuxième signe. C'est-à-dire, si vous avez un timbre, il vous indique que c'était très vraisemblablement en couleur. Ouais. Parce qu'on ne s'amuse pas à timbrer une affiche en blanc. J'ai été frappée par les polices de caractère qui sont utilisées, effectivement. On a l'impression qu'il y aurait comme une norme à choisir les titres, les sous-titres en tel type de caractère, telle grosseur, etc. Oui. Est-ce qu'il y avait quand même une norme parce que moi je connais que les archives de Lyon, et c'est vrai qu'on retrouve effectivement les mêmes polices de caractère. Alors, est-ce qu'il y a une norme quelque part qui... Absolument. Alors en fait, il y a une transition qui est très forte. C'est en gros, l'affiche garde pendant assez longtemps, c'est-à-dire à peu près jusqu'à la Restauration, le modèle du livre comme type de texte. C'est un texte compact, réduit. À partir de la Révolution, vous avez souvent quand même le titre qui s'est agrandi, mais dans des polices qui restent des polices vraiment en continuité avec celles de l'Ancien Régime, relativement classiques, c'est-à-dire des grands caractères, mais pas de gras. Et vous allez avoir une révolution qui arrive vraiment dans les années 20 et qui arrive progressivement à partir des années 20, qui sont les gras. Et les gras viennent d'Angleterre, donc c'est des nouveaux caractères qui ont été inventés pour l'affichage en Angleterre et qui vont susciter une grande réticence des typographes français qui ont toutes sortes de présupposés esthétiques, donc ils vont résister à ça. Et par rapport à la très très grande diversité des gras qui viennent d'Angleterre, ceux qui s'imposent en France sont relativement limités et relativement sobres dans un premier temps. C'est surtout ce qu'on appelle des normandes, qui sont des lettres un peu grossies. Je vais essayer de vous en retrouver une normande. Est-ce qu'on aurait des normandes? Ouais, là, c'est pas tout à fait ça. Attendez, si je sais où j'ai des normandes, je vais en avoir un peu après. Voilà, ça c'est une normande, là-haut. Donc c'est en fait des caractères type Didon, mais qui ont été extrêmement élargis, comme ça. Donc vous avez ces noirs énormes, comme ça. C'est en dessous, donc vous avez un autre type. Donc vous avez différents types de gras qui apparaissent progressivement au cours des années 20-30. Et la publicité, évidemment, va se délecter de ça. Elle va enchaîner des ruptures visuelles entre différents types de police à chaque ligne. Donc quand vous comparez ce que fait l'affiche publicitaire au même moment, à peu près à partir des années 20, elle utilise aussi tous ces gras qui viennent d'Angleterre, mais elle systématise en fait des changements énormes. Et en comparaison, ce que font les affiches administratives, elles introduisent le gras, là même dans le corps du texte en fait. Pour ce type d'affiche télégraphique, c'est assez banal parce qu'il y a peu de texte. Mais elles vont garder une forme de sobriété par rapport à l'affiche publicitaire qui, elle, est extrêmement théâtrale. C'est-à-dire vous pouvez avoir dans une même phrase 3 polices différentes, des sauts énormes d'espacement, etc., pour faire un objet visuel vraiment très déconcertant. Donc vous avez quelque chose qui donc a été adopté pour attirer le regard. Manifestement, la nouvelle police permet ça. Enfin, ces nouvelles polices, parce qu'elles sont diverses, mais avec quand même une forme de sagesse. On reste un peu sage et on ne veut pas désacraliser en quelque sorte l'acte des autorités. Donc ça reste souvent très, très, très propre quand même comme type de produit à la fin. Alors qu'à la même époque, vous avez des objets vraiment extrêmement troublants du côté de la publicité, quoi, ou même des affiches de spectacle. Ouais. Alors, pardon pour ma voix. Moi, je me demandais comment vous expliquiez le décalage entre, d'un côté, le déclin de la publication des lois et de l'autre, le recours systématique à la publication pour les discours, notamment des chefs d'État. Ah oui. J'imagine que leur fonction, du coup, n'est pas uniquement informationnelle, mais qu'on cherche autre chose. Oui, absolument. Oui. Alors en fait, c'est une rupture qui est vraiment la rupture du Second Empire, on va dire, mais ça commence déjà sous la Deuxième République.
c'est une réflexion, en fait, sur la fiction de l'accès aux lois. C'est-à-dire ce qui va se passer, en fait, c'est cet objet. Attendez, je l'ai ici. Donc, cet objet qui est inventé par le Second Empire, ce moniteur des communes, en fait, il va remplacer le bulletin des lois pour les communes rurales. Donc, c'est quelque chose qui a été très réfléchi au niveau du gouvernement du Second Empire, qui est cette idée que, bon, on envoie le bulletin des lois, donc qui est le recueil dans lequel paraissent les lois, on l'envoie dans toutes les communes de France, communes rurales. Et le premier gouvernement de l'Empire va dire, bon, oui, c'est pas mal, mais bon, en fait, personne ne lit ça, quoi. En fait, on sait bien que les lois sont pas accessibles aux citoyens. Bien sûr qu'elles ne le sont pas. Donc, la fiction de l'accès, en fait, a été actée. Et donc, du coup, ce qui est important pour ces communicants, on pourrait dire, c'est qu'il y a des choses que les citoyens ont intérêt à connaître. Et ce qu'ils ont intérêt à connaître, c'est les actes et les grandeurs du gouvernement. Et donc, c'est une séparation qui va faire qu'on ne va plus faire la publication des lois n'est plus importante. On va la faire, c'est-à-dire il y a toujours l'insertion au recueil du bulletin des lois. C'est quelque chose de formel, c'est dans quelques bibliothèques à droite à gauche, plus dans toutes les communes rurales, puisque dans les communes rurales, on va envoyer ça. Et ça, c'est beaucoup plus important, c'est un concentré de tout ce qu'il faut que les gens sachent, c'est-à-dire tout le bien et toute la merveille que fait le gouvernement impérial. Et donc c'est un objet qui est assez fascinant parce que c'est un objet dont on peut montrer qu'il a eu un succès absolument fou. Pour une raison assez simple qui est que ce n'est pas juste un vecteur de propagande, c'est un vecteur de propagande, mais ce n'est pas juste un vecteur de propagande, c'est un truc qui est assez bien dosé, où il y a à la fois des nouvelles générales, de la propagande, et puis, on va dire, de l'économie rurale, toutes sortes d'informations pratiques et économiques qui peuvent intéresser les communes rurales. Et du coup, en fait, c'était lu, attendu. Quand l'affiche n'était pas là ou n'arrivait pas, etc., vous avez tout un drame. Les gens redemandent l'affiche. Enfin, il y a une vraie pression. Surtout, en fait, dans les premières décennies, c'est-à-dire en gros jusqu'en 1870, où en fait, dans la plupart des communes rurales, vous n'avez pas encore de journaux qui parviennent, ou très peu de journaux qui parviennent dans ces communes, et où c'est souvent le seul journal. En fait, c'est un journal hebdomadaire. Il en arrive une fois par semaine. Et donc voilà, cet objet-là, il a cette importance, il est apprécié, évidemment il est perçu par les opposants comme une feuille de propagande, et donc il est attaqué aussi, et du coup il y a cette protection policière qui s'installe et qui est assez sérieuse. Le pendant de ça, c'est l'affiche du discours impérial, qui lui est mis en scène en fait vraiment comme dans une logique plébiscitaire, d'une communication directe entre l'homme et le peuple, avec cette idée que on peut véritablement l'empereur parle à chacun de ses sujets. Et donc cette communication-là est prise suffisamment au sérieux là aussi pour que on la surveille et qu'on s'assure qu'elle n'est pas endommagée. C'est vraiment voilà, ces deux objets-là sont les deux objets hors de la gestion commune de l'affichage administratif. C'est des objets complètement à part et c'est des objets évidemment extrêmement politiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez une continuité parfaite entre le Second Empire et la Troisième République de ce point de vue-là. C'est-à-dire en fait ces deux supports-là vont être repris tels quels par la Troisième République et vont continuer comme ça jusqu'au début 20e, en fait, même sous le régime vraiment républicain à partir des années 80, qui va réfléchir à cette question et qui va conclure de la même manière en se disant, vous avez des notes à chaque fois qu'on réfléchit à cette question, vous avez un peu des cabinets ministériels qui se demandent, oui, est-ce que c'est légitime, c'est quand même un objet entaché un peu du Second Empire, mais qui arrive en fait à la même conclusion, qui est que le vote rural, c'est la majorité du suffrage universel, c'est lui qu'il faut toucher, donc il faut absolument ce vecteur de communication, et il faut qu'il soit propagande. Enfin, il faut qu'il soit... D'ailleurs, à l'époque, le terme n'est pas du tout pensé négativement, il est pensé comme, aujourd'hui on dirait communication. C'est un support de communication, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est ce public-là qu'il faut toucher d'abord, et donc c'est absolument vital qu'il ait la bonne information et la bonne chose. Pour les discours, ce qui est très frappant, c'est qu'évidemment, c'est uniquement les discours des ministres et certains discours aux chambres, mais
dont la majorité a voté l'impression, qui sont retransmis dans les communes. La publication des discours des autres membres même des chambres n'ont pas le droit d'être affichés. Ils sont même poursuivis, arrachés, etc. Donc c'est même sous la Troisième République l'objet c'est une lutte de communication en fait, et qui se tourne autour de ces deux objets-là, qui sont deux objets tout à fait exceptionnels. Bon, par ailleurs, c'est un objet là que je vous montre sous forme découpée, parce qu'en fait, un des sorts classiques de l'affiche, c'est de finir découpé en 4 comme ça, et ensuite plié en 2 comme chemise pour trier. Donc, quand vous allez dans les archives, vous avez, surtout dans les archives non triées, enfin, où il n'y a pas encore eu de grand investissement dans le catalogage, etc. C'est une chemise classique, en fait. L'affiche est une bonne chemise. Elle a fait beaucoup de chemises. Et donc, vous pouvez, quand vous suivez des dossiers qui se suivent, comme ça, retrouver les bouts. Les 4 bouts sont dans l'ordre, les 4 chemises. Voilà. Donc, c'est assez amusant. Et je me suis amusé à faire ça à plusieurs reprises sur plusieurs affiches. C'est assez drôle. Vous pouvez les retrouver comme ça dans dans leur recyclage. Il me semble qu'il y en avait certaines où c'était écrit, c'était manuel. Dedans. Mais alors c'était écrit après être imprimé. Alors vous avez plein d'affiches qui sont ce qu'on appelle des formules banales, qui sont en fait qui résultent d'un calcul économique qui est que si vous imprimez moins de 30 exemplaires, en fait, en dessous de 20, c'est vraiment pas rentable. 30, ça commence à devenir à l'extrême rigueur possible, voilà. Et vous avez beaucoup de procédures qui tournent autour de justement entre 15 et 30. Toutes sortes de procédures concernant les cours d'eau, des procédures rurales. Vous avez plein de choses comme ça où il faut afficher un certain nombre de lieux dans un certain nombre de communes, voilà, et où vous êtes dans un nombre intermédiaire comme ça. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on imprime un objet qui est adaptable soit à des projets différents, soit d'une année sur l'autre. Donc on laisse soit en blanc l'année, la signature, soit on laisse en blanc le nom du requérant, les heures, les dates, enfin un certain nombre de trous. On appelle ça une formule banale. Et en fait, du coup, vous l'imprimez en grand style. Vous imprimez 500 exemplaires, ça coûte du coup chaque exemplaire beaucoup moins cher. Et ensuite, vous avez la même affiche pendant 10 ans, quoi. Vous ressortez de votre casier la même machin, et vous le retrouvez à long terme. Donc ouais, vous trouvez ça même pour des enquêtes publiques, par exemple pour les règlements d'eau, c'est les aménagements sur les rivières. Vous avez des tirages parfois à 1000 exemplaires en formule banale, parce qu'il y en a tellement, c'est tous les jours les règlements d'eau. Donc c'est un affichage en petit nombre. Vous avez entre 10 et 15 affiches chaque procédure, mais vous en avez dans l'année plusieurs centaines parfois. Donc voilà, c'est vite, vous arrivez vite à 1000, quoi. Mais elles sont qu'à un exemplaire alors, où il y a plusieurs copies. Ah non, il y a plusieurs copies. Du coup, on remplit toutes les. Enfin, quand vous en avez 15 à faire, vous allez remplir les 15 les trous qu'il faut remplir. Ouais, c'est ça. Voilà. Enfin, parfois il y en a qu'un, mais parfois il y en a 10, 15. Ça dépend de la procédure en fait. Ouais. Bien, mais il ne me reste qu'à vous remercier pour cette conférence vraiment très intéressante qui nous engage, je pense, à aller lire le livre qui vaut, je pense, la peine. En tout cas, pour un archiviste, ça parle vraiment beaucoup de documents qui sont à la fois très banals et en même temps pas très bien connus, puisqu'on des affiches, on en voit, mais on ne sait pas toujours quel est le statut de ces documents, et votre étude est de ce point de vue-là extrêmement intéressante pour avoir cette approche. Nous autres archivistes, on parle de diplomatique de l'affiche, mais c'est bien ce que vous avez fait d'une certaine manière. Ouais. Et je pense que c'est extrêmement éclairant sur nos fonds d'archives. Merci beaucoup en tout cas de vous être prêté à la conférence.